salles de spectacle ou de cinéma qu'il faudra bien recréer pour qu'il y ait cette diversité cinématographique dans l'Yonne. Elle existait longtemps puisqu'il y avait même 2 salles de cinéma. Et puis, donc, ça représente et puis toutes les infrastructures qui sont à mettre en place, les endroits publics, etc. Alors je sais, Yvonne est propriétaire du foncier, ça fait entre 6 et 7 hectares. Hein, c'est à peu près, la SNCF, c'est ça. Donc ça correspond à un coût moyen du mètre carré de Yvonne qui, on le sait, est élevé, donc une recette pour la commune, mais avec des infrastructures publiques importantes à réaliser. Il y a dans le programme aussi une maison des associations qui a un coût qui est élevé. Monsieur Paul, il faut essayer d'être plus rapide. Non, alors, non, mais je suis obligé, Marie, je suis bien obligé de dire pourquoi je pose cette question. Et j'y arrive, excusez-moi d'être long, mais j'y arrive. Non, mais le problème, souvent la population s'inquiète, toujours, un peu comme partout sur ses impôts, est-ce que la ville, il y a une dette importante, est-ce que la ville va pouvoir faire face sans réaliser, dans l'obligation de réaliser du patrimoine, ou est-ce qu'on va avoir une augmentation, comme il y a eu quelques années, mais qui avait été expliquée par la perte de recettes du casino, une augmentation importante des impôts, alors que les Yvonnais étaient, il est vrai, habitués à en payer peu. Donc, est-ce que ces impôts vont évoluer, de quelle manière, ou est-ce que le patrimoine vendu suffira pour payer toutes les infrastructures prévues au niveau de votre programme? Voilà la question. Il y a tous les thèmes. Il y a 10 ans, le débat est plombé. Non, simplement aller voir des questions. Je répondrai peut-être plus précisément tout à l'heure sur la question des financiers d'alerte. Il y a 2 questions qui viennent de parler à Paul. Et la première question, c'est de savoir si l'on peut supprimer des zones AU et les transformer en zones naturelles et restituer à l'agriculture ou à l'environnement. Certes, quand les personnes ont acheté, elles imaginaient qu'un jour ces terrains deviendraient urbanisés, c'est-à-dire qu'ils seraient classés en zone nue, donc ils avaient une espérance de bien. Que dit la jurisprudence du Conseil d'État? La jurisprudence du Conseil d'État dit que le déclassement des zones U ouvre droit à indemnité. D'ailleurs, la plupart du temps, les tribunaux administratifs n'acceptent pas le déclassement des zones U parce qu'ils considèrent que c'est une spoliation. Donc la plupart du temps, pour déclasser une zone U, il faut s'accrocher. C'est la raison pour laquelle je le dis. Quand on dit aujourd'hui que ça construit beaucoup dans des zones U, je redonne le chiffre. 85% des permis de construire que nous avons donnés sont des permis de construire qui ont été donnés sur des zones U. Si vous prenez la commune de Saint-Genis-Pouilly, c'est 40% sur des zones U et 60% sur des zones AU qui ont été déclassées pour devenir U. Donc, pour les zones U, on ne peut pas. Pour les zones AU, on peut le faire. Eh bien, je le dis, quitte à déplaire, et très clairement, politiquement, pour nous, pour notre équipe, politiquement, ça serait plus facile de dire on flatte et puis on verra demain. Mais je pense qu'on ne peut pas reporter cette question. Parce que c'est l'avenir de notre vie qui est une vie touristique qui se joue. Donc je suis très clair. Je réponds sans ambiguïté. Je ne me cache pas derrière une posture qui serait une posture ambiguë. Je serai de ceux qui défendront un PLU qui supprime une partie de ces zones AU. Je pense par exemple qu'au pied de la montagne, il faut arrêter. Ce sont des zones agricoles, il faut les laisser agricoles. Je pense que sur la butte de Revule, il ne faut pas dézoner 80 hectares, parce que vous pouvez mettre 3 ou 4 000 habitants. Et je sais qu'en disant cela, je vais susciter des inquiétudes. Je sais bien qu'en disant cela, des gens qui, électoralement, ont toujours sauté en direct, n'en suit plus. Et alors, mais qu'est-ce qui est important dans notre débat aujourd'hui? C'est ça. C'est ça. Moi, je fais 10 ou 15 réunions par semaine actuellement. La première question que l'on me pose, des amis comme des contradicteurs, c'est ça. Étienne, fais attention. Fais attention. C'est le sujet numéro 1. Donc, je réponds très clairement à Gérard. Nous proposerons de supprimer des zones AU pour les retransformer en zones agricoles ou en zones naturelles. Et dans le programme de mon concurrent, j'ai lu un mot disant on ne va pas
Déclasser des zones agricoles et les transformer en zones U, pas de problème. Le problème, c'est celui des zones AU. Et la question qu'il faut poser, c'est celle de ces 150 hectares. Il n'y a pas aujourd'hui de projet pour déclasser de l'agriculture. Vous n'allez pas construire dans les espaces entre Saint-Gilles et Besançon. La question, c'est les zones AU. Eh bien, ayons un débat loyal et financier. La deuxième question, c'est sur la fiscalité. Je commence à y répondre un peu, peut-être. La fiscalité lyonnaise, elle est de 30% inférieure à la fiscalité gessienne, à la moyenne de la fiscalité gessienne. La fiscalité lyonnaise, les taux d'imposition, sont de 50% inférieurs à la moyenne nationale. Il y a beaucoup de gens qui arrivent de Paris qui me disent tiens, on a reçu nos impôts locaux, écoutez, pour une villa, maintenant, à Divonne, c'est 1400, 1500 euros, et nous, on arrive de la région parisienne, et nous, c'était 3000. La taxe d'habitation, c'est exactement la même chose. Nos taux sont de la moitié. Alors, je réponds très clairement à Gérard Poly. Pourra-t-on garder ces taux si attractifs? Je ne le pense pas. Pour deux raisons. La première, c'est que nous avons à Divonne énormément de demandes, que ce soit sur les écoles, que ce soit pour les associations, etc. Et la question qui se pose, c'est de savoir quelle ville on veut. Quelle ville on veut. Moi, je pense qu'une dépense publique bien affectée, les gens acceptent de payer des impôts. Ce qu'ils n'acceptent pas, c'est la gabegie et c'est des dépenses de fonctionnement excessives. Ça va me permettre de le dire. À Divonne-les-Bains, les dépenses de personnel, elles sont de 40%. La moyenne nationale est à 53%. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que dans chaque service, quand on demande de remplacer une secrétaire, je dis non. Ça veut dire qu'ici, à l'Esplanade du Lac, quand on dit, les gens ils sourient, ça serait quand même mieux, on pourrait faire plus de spectacles, on dit non. Nos dépenses de fonctionnement, elles sont suivies au centime d'euro près. Je ne parle pas des dépenses des élus. Vous n'avez pas de frais de déplacement, vous n'avez pas de frais de repas, vous n'avez pas de téléphone. On se tient bien, on se tient très très bien. Ça, on va dire. En revanche, ce que nous constatons, c'est que notre capacité d'autofinancement se réduit. Et elle se réduit parce que chaque fois qu'on construit une école, on met des accès. Chaque fois qu'on a un problème, parce que la police municipale a 9 policiers municipaux. J'ai connu Divonne au début de mon mandat, on est 3 ou 4. Mais la sécurité est meilleure avec 9 policiers. Donc, je réponds très clairement là aussi à Gérard Poly. Les besoins sont tels et la demande est telle que je ne suis pas sûr que l'on pourra tenir avec des taux d'imposition qui sont de la moitié de la moyenne nationale. Et puis un autre sujet, c'est qu'aujourd'hui l'État réduit dans des proportions considérables ses dotations aux collectivités. Cette année, pour Divonne-les-Bains, si vous prenez la diminution de la dotation globale de fonctionnement, si vous y ajoutez l'aménagement du temps scolaire à 350 000 euros, si vous y ajoutez l'augmentation de la rémunération des salariés de la commune de catégorie C, les salaires les plus bas, voulus par le gouvernement, si vous ajoutez l'augmentation des cotisations sociales, des cotisations retraite et des cotisations prévoyance, il y en a pour 950 000 euros. Je rappelle que les Divonnais payent 7 millions d'impôts. C'est-à-dire qu'en 2014-2013, la diminution des recettes et des dépenses complémentaires qui nous sont imposées par l'État, c'est 950 000 euros supplémentaires à mettre en rapport avec les 7 millions d'euros d'impôts que payent les Divonnais. Pour répondre encore à Gérard Poly qui connaît bien ces questions, la situation calamiteuse de l'État fait que, et la gestion calamiteuse du gouvernement actuel, fait qu'évidemment, l'État va se refinancer sur les collectivités qui nous aura moins de subventions, moins d'argent, moins d'aide. Et ça peut demain nous poser un problème. Donc je ne prends aucun engagement sur la fiscalité. La seule chose que je dirais, c'est qu'il y a deux engagements qui vont prendre. Un, c'est de continuer à être exemplaire sur les dépenses de fonctionnement. Et deux, c'est de faire en sorte que nos investissements soient bien ciblés pour ne pas générer des dépenses de fonctionnement excessif. Ça me permettra aussi de parler du programme que j'ai vu avec beaucoup d'attention de mon concurrent. Il propose de recréer un établissement thermal et il propose de recréer une salle de spectacle. Un établissement thermal, ça coûte entre 30 et 70 millions d'euros. Une
salle de spectacle, ça coûte entre 30 et 50 millions d'euros. Et c'est pas ça qui est grave. Ce qui est grave, c'est le fonctionnement. C'est que moi, j'ai connu la commune de Yvonne-les-Bains, et Pierre Espinger était dans la salle des Bains, mieux que moi. En 1990, la totalité des impôts payés par les Divonnais servait à combler le trou de l'établissement thermal. Eh bien, à bon entendeur, salut. J'ai bien compris. Il vient de sortir une statistique scandaleuse. Divonne, Gex sont dans les flops au niveau gestion. Alors que je reprends les communes du pays de Gex. Alors que Saint-Genis est excellent, Ferney est excellent. Et pourquoi? Parce que c'est la dépense par habitant. Et l'État a calculé la dépense par habitant en ajoutant le fonctionnement et l'investissement. Divonne qui a fait des investissements importants au travers d'un centre scolaire dernièrement, Gex au travers d'un centre sportif, sont dans les flops, sont très mal notés parce que la dépense est énorme par tel d'habitant. Mais Gérard Paoli, notre pays, il vit sous l'autorité d'une administration qui s'appelle Bercy. Cette administration, elle est faite de hauts fonctionnaires. Il y a quelques polytechniciens, mais pire encore, il y a des énarques partout. Et ils n'ont aucune vision concrète du monde. Aucune vision concrète du monde. On compare des villes qui ont des piscines avec des villes qui n'ont pas de piscine. On compare des villes qui ont des offices du tourisme avec des villes qui n'ont pas d'office du tourisme. On compare des villes où il n'y a pas d'équipement sportif, où il n'y a pas d'équipement public, avec des villes où il y a pléthore de ces équipements. Il n'y a qu'un énarque pour pas le comprendre. Mais c'est dramatique. Alors après, quand vous êtes en politique, vous vous arc-boutez sur les avirons. Vous dites, mais ce qu'il vous dit, l'énarque, c'est des abris, des volets. Comment ça va? Parce qu'on commence à se méfier des énarques. Et on s'arc-boute et on explique. Mais la réalité aujourd'hui, c'est pas ça qu'il faut comparer. Ce qu'il faut comparer, c'est le service rendu. Parce qu'à Gex, il y a une piscine, il n'y en a pas à Saint-Genis. À Gex, il y a des équipements sportifs de premier ordre, il n'y en a pas à Saint-Genis. À Gex, il y a une foule de services qui n'existent pas à Saint-Genis. En disant ça, c'est pas de jugement sur le conseil municipal de Saint-Genis. Ils font un choix politique, c'est leur choix. Mais enfin, c'est comme si on comparait les revenus d'une famille qui a 20 000 euros par mois avec une famille qui a 3-4 000 euros. Ça n'a aucun sens. Alors, sur une question supplémentaire sur l'urbanisme. Oui. Monsieur le maire, je suis d'accord avec vous sur certains points. Le premier que je voulais mentionner, c'est qu'il ne faut pas faire le projet de la gare pour désendetter la commune. C'est en termes de monotoxie financière, c'est aberrant. Le deuxième point, c'est que je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut réduire drastiquement les zones 2 à 1. Et quand je vous ai entendu tout à l'heure, je ne peux pas m'empêcher de dire que ce que vous avez dit, c'est ce que la chaîne répète et martèle depuis 2 ans. Maintenant, sur l'urbanisme, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vos chiffres. Et les chiffres que je sors, ce sont ceux qui sont dans les dossiers de la mairie. La superficie totale de la commune, c'est 3880 hectares. 15% de ce chiffre, j'ai les papiers chez moi, je ne les ai pas pris avec moi, mais 15% de ce chiffre, c'est 500 hectares. Vous garantissez que 85% du territoire communal restera en zone naturelle, agricole, etc. Donc 15% seront en zone U et AU. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, 500 hectares, c'est tout à fait par hasard le montant des zones U et AU dans le PLU d'aujourd'hui. Donc pour mettre 15% de la commune en zone U et AU, c'est une prolongation du PLU actuel. Et le PLU actuel, il permet, sans même la densification de la loi SRU, une population de 15 000 personnes. Donc, je vois là une contradiction entre ce que j'aime dire et la promesse de réduire les zones constructibles. Très bien. Non, enfin, les zones constructibles à terme, AU. Et j'aimerais cette contradiction et avoir le commentaire dessus. Pour le reste,
Je ne vais pas parler de fiscalité maintenant. Je crois que le problème de la fiscalité est lié à l'urbanisme et aujourd'hui, il est indissociable du problème de la dette. On ne va pas parler de tout ça ce soir, on y sera encore demain matin. Sur certains de ces sujets, je vous donne rendez-vous dans 48 heures si vous voulez bien. Mais je vous laisse répondre à la question que j'ai soulevée qui me paraît une contradiction en termes d'urbanisme. Alors, je vais répondre à sur deux questions. Sur la surface exacte de la commune, dans le poste, dans les documents du poste de 1990, c'est exactement 3393. Et on a, pardon, et on a fait vérifier, c'est bien ça, c'est 3400 hectares. Je suis prêt à discuter s'il y a je me demande, Pierre Esmager, si la commune n'est pas propriétaire sur des communes voisines, c'est peut-être là qu'il y a une discussion par rapport à ça. Mais dans les documents d'urbanisme, c'est 3300 hectares. Deuxième question posée par Pierre Esmager. Vérifiez bien sur le document du dernier dossier d'urbanisme qui est la modification générale qui a été faite il y a 3 ans. Il y a une feuille récapitulative avec les totaux par zone. Oui. Il est marqué en bas. Superficie totale de la commune, 3800. On a repris ces chiffres. Aujourd'hui, il y a 500 hectares de zone U et AU, je vais en dire un mot dans 2 secondes. Et en zone naturelle et agricole, il y a 2893 hectares. Donc ça fait bien, c'est 3400. Je veux bien aller la question. La deuxième branche de la question, c'est celle de savoir si ce que nous faisons entre guillemets de ces 500 hectares qui représentent 15% aujourd'hui de zones urbaines. Dans nos documents de campagne, nous avons dit nous garderons ces 15%, ces 85% de zones naturelles. Et tout à l'heure, j'ai répondu très clairement. Et je ne sais pas si je peux être plus clair. Vous avez 350 hectares, un peu plus de zone U. Celles-là, nous n'y toucherons pas. Elles resteront U. Dans ces zones U, il faut être très prudent. Parce que dans ces zones U, vous avez des zones U, activité économique, artisanale. Donc il faut enlever, c'est pour ça que je parle des 350. En fait, c'est un peu plus, mais il y a 15 ou 20 hectares sur la zone d'activité. Ça doit faire 370. Ouais, pour donner les chiffres plus précis. Exactement, c'est 387. Et dans ces 387, il y a les zones d'activité. Il faut les diviser. Donc les zones réservées à l'habitation, c'est de l'ordre de 350 hectares. Et je le dis à Pierre Esmager, ces 350 hectares qui sont en zone 1 resteront en zone 1. La seule chose sur laquelle on puisse travailler, c'est sur les conditions de densification. Un sujet, par exemple, sur lequel il faut que nous travaillions, c'est l'alignement. Très clairement, quand je pars de la place des Fontaines, Charlesbourg, et que je prends l'avenue Marcel Antonio, cet immeuble sur la gauche, qui est au ras de la chaussée, c'est pas fait pour une ville thermale. Et que ce plan d'alignement est un plan d'alignement qui est très ancien. Il n'a jamais été touché depuis Marcel Antonio. On le reconduit systématiquement dans nos pays. Et bien ça, c'est